Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olivier Dufour. J'ai fait un doctorat en écologie. Ce que je vais faire, je vous mettrai dans la description sous la vidéo les références exactes de ma thèse. Il y aura notamment l'année, ça vous permettra de contextualiser. Et donc j'ai fait une licence pour faire court en biologie à l'université de Toulon, sud Toulon-Var, L1, L2, L3. Ensuite M1, rapidement, je ne vais pas vous assommer avec ça. M1, j'avais choisi le Master 1 médiation sur le campus de l'université de Marseille 3, Saint-Charles. C'était très bizarre cette rentrée. Il y avait, en fait, il s'est révélé que ce Master 1 médiation scientifique, là, c'était en fait, il y avait, je sais plus comment il s'appelle, le responsable, un des responsables plutôt administratifs, je sais plus de la filière. Là. C'est pas Georges Charpak, bien évidemment, mais c'est un truc peut-être en chat avec un K, je sais plus. Et dès le début de la rentrée, un des enseignants, Jean-François Maufray, Jeff Maufray, a déboulé en disant, pour vous la faire courte, hein, pour vous la faire courte, c'est simple, il a déboulé en disant, je préviens tous les étudiants qui ont été pris dans ce Master 1, c'est pas un Master de médiation communication scientifique, c'est une prépa CAPES. Et les époux Maufray, je pense, sont connus, je pense qu'ils continuent à enseigner à l'heure actuelle, ils sont encore jeunes. Je les salue, Anne, Jean-François, coucou. Et donc Jeff Maufray qui débarque. Je vous préviens, médiation scientifique, moi, je n'ai jamais entendu parler ici, c'est prépa CAPES. Le pas Charpak qui a dit oui, oui, non mais attendez, oui, en fait, ceux qui voudront faire prépa CAPES, parce qu'ils font prépa CAPES, prépa agrég, je crois, et prépa CAPET, les époux Maufray. Mais ceux qui, il avait dit, ceux qui, c'est un petit peu au choix, ce Master 1, c'était soit vous faites médiation scientifique, on a prévu un truc pour vous, mais vous aurez les matières communes avec les prépa CAPES. Bon, d'accord. Moi, bon, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas très important, mais disons en M1, donc, bon, j'ai pris tout ce qu'il y avait à apprendre, je pense, tout ce qui m'intéressait. J'étais un peu désarçonné par cette rentrée. Et j'ai commencé à fréquenter je crois que c'est GEMA, Master GEMA, Gestion des eaux et des milieux aquatiques. Et puis on avait en M1, on avait eu Bruno Arfib. Je crois que c'est ça qui s'appelle Bruno Arfib, un hydrologue. Je confonds pas avec le nom d'un journaliste de Mediapart, j'espère que non. Arfib, en tout cas son nom c'était Arfib. Et elle m'avait bien ferré avec l'hydrologie, l'hydromorphologie, l'hydrogéomorphologie. Et je fricotais avec les GEMA parce qu'ils faisaient des super sorties d'ailleurs. Et du coup en M2, j'ai bifurqué c'était le GEMA, gestion des eaux et des milieux aquatiques, et en deuxième année, soit tu continuais le tronc commun là, sur l'université de Marseille, campus Saint-Charles, Marseille 3, soit la deuxième année, tu faisais en Arles. C'était sous la direction, je sais pas si direction est le bon nom, enfin, la personne qui chapeautait tout ça, c'était Evelyne Franquet, que je salue également. Et c'était ZHM, donc gestion des eaux et milieux aquatiques, mais deuxième année, c'était pas le classique, c'était en Arles, et c'était zone humide méditerranéenne. Et on avait plein de professeurs, assez inégaux d'ailleurs, hein, dans leur qualité, moi j'ai trouvé. Stéphanie Fayol, je trouvais que bon, c'était sympa de nous faire des sorties, mais pour ce qui est, se retrouver à nous parler de sujets, elle savait pas ce que c'est que le granoclassement dans les rivières par exemple. Bon, on est quand même en niveau M2 quoi, hein, en ZHM. Bon bref. Et on avait Patrick Grias. Alors je fais une vidéo parce que Patrick Grias, pour ceux qui connaissent pas, ou pour contextualiser, c'est un spécialiste de la végétation émergente, si je dis pas de bêtises. Hein. Bon, il est assez célèbre notamment parce que l'Arles, c'est la Camargue au sens large, la Tour du Valat, avec ses implications avec le WWF, les fondateurs, l'histoire, des liens avec l'ONCFS aussi, Office national de la chasse et de la forêt sauvage. Bon bref, pas tout déballer. Mais Patrick Grias, donc, c'est un spécialiste plutôt des végétaux. Et dans un milieu très particulier, les milieux émergents, bon, c'est plutôt ouais, des endroits qui sont soumis au climat méditerranéen, c'est-à-dire des hivers froids et pluvieux et des étés chauds et secs, par opposition avec tous les endroits qui, plus ou moins directement en lien avec l'activité humaine, se retrouvent à être des milieux moins temporaires, des mares moins temporaires, et ce qui va modifier considérablement tous les végétaux qu'on va trouver sur place, et derrière le cortège d'espèces animales, notamment les amphibiens. Et donc Patrick Grias,
Il y avait des choses très très bien. Pour sa partie, j'ai rien à dire. Franchement, je trouve qu'il était. Je pense même qu'il était au-dessus du lot dans sa maîtrise de la chose. Il nous avait entraîné sur un chantier, une simulation. Oui, ouais, il nous a fait travailler sur une restauration ou une réhabilitation écologique. Euh, C'était très bien, c'était très bien. Mais il y a un truc que j'ai retenu, je sais pas trop pourquoi. Patrick Grias avait tenu des propos très très péremptoires. Je sais pas s'il le fait et continue à le faire. Et s'il continue à le faire, ben, raison de plus pour faire cette vidéo. Il tient des propos très très péremptoires sur le BTI. Pour ceux qui ne le savent pas, BTI c'est l'acronyme pardon de Bacillus thuringiensis israelensis. C'est une souche de bacille de Thuringe. Bacille de Thuringe, je sais plus ce que c'est, mais c'est très très célèbre en fait. Mais bon, là on parle d'une souche qui a été développée, je crois, en Israël, dans un laboratoire en Israël. Je crois que ça s'appelle comme ça, ou ça a été testé la première fois en Israël. Et ça s'appelle BTI. Et ça en fait, dans des laboratoires, on fait des cultures de BTI. C'est assez pratique parce que c'est un bacille, hein. C'est une bactérie, quoi. C'est assez facile à élever, quoi, par rapport à des vaches, par exemple. Bon, tu les cultures et après tu les épands. Bah là, on parle notamment des marais, hein. On est dans le contexte camarguais, mais c'est un produit qui se destine à toutes les zones humides du monde, hein. Donc il y a quand même de gros enjeux. Le BTI, ce bacille, on essaie de l'utiliser pour démoustifier, pour tuer des moustiques, ou pour empêcher, je ne connais pas bien le sujet en détail. Mais Patrick Grias, il y a une opposition, un contraste fort entre sa maîtrise de la végétation émergente, de tout ce qu'il a à offrir là-dessus, et il avait fait des envolées, des écarts en plein cours. On n'a pas eu beaucoup de cours, mais en plus c'est une petite enceinte assez réduite, une petite équipe, hein, à l'époque, M2ZHM. Il avait déclaré des propos très très péremptoires, et là il est quand même dans son cours, et il est là en tant que spécialiste de la végétation émergente, et il avait dit que le BTI avait un impact négatif sur plein d'insectes en fait, notamment les pollinisateurs. Parce que c'est ça la question, c'est... Alors un produit qui tue les moustiques, oui, mais là on parle de milieu naturel, donc il faudrait qu'il soit sélectif au mieux. Tu vois. Et puis même s'il était sélectif, il faudrait quand même suivre l'impact sur la faune. Les autres insectes, les arthropodes et les vertébrés, notamment les amphibiens, les oiseaux. Parce que zone humide dit beaucoup d'amphibiens, beaucoup d'oiseaux, importance, migration, nidification aussi. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il avait été très 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 péremptoire, très 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 hostile. Et en plus, il avait prétendu qu'il y avait des preuves fortes. Il avait été péremptoire, hein, que le BTI nuisait à d'autres espèces que les moustiques, à des pollinisateurs endogènes, et nuisait aux amphibiens, et nuisait à des oiseaux, notamment les hirondelles. Puis là, on parle de la Camargue, il y a plusieurs espèces d'hirondelles que vous pouvez observer selon la période de l'année. Mais il n'y a pas que les hirondelles, hein, il y a plein d'espèces d'oiseaux concernés. Et alors, je fais cette vidéo, vu que, bon, il avait dit ça, c'est un spécialiste, mais il avait cité un article scientifique, et il avait été très très clair sur le fait que cet article scientifique démontrait qu'effectivement, il y avait de quoi s'inquiéter sur l'impact du BTI sur les espèces non cibles, dans cette histoire de démoustification, les amphibiens, les oiseaux notamment, et d'autres espèces d'arthropodes. Et des années plus tard, à cette période, je faisais beaucoup de covoiturage. Mais croyez-le ou non, mais je covoiture. Les personnes qui conduisent, ce sont deux personnes qui travaillent à l'EID, l'entente interdépartementale de démoustification. Je ne donnerai pas plus de détails parce que plus je donne de détails, plus je pourrais désigner qui sont ces personnes. Et peut-être qu'il pourrait y avoir des... Je ne sais pas si elles y travaillent encore, tu vois. Mais donc je l'ai pas tout de suite su parce que quand tu montes dans un covoiturage, allô, dans quoi tu travailles, quelles sont tes études? Non, bah ça se fait, faut un peu laisser du temps à la conversation et puis la conversation suit son propre chemin quoi. On y arrive de manière assez fortuite à ce sujet. Et du coup, bah, moi je me souvenais de, bah, forcément plein d'atomes crochus avec les gens qui travaillent sur à l'EID, et notamment, eux, étaient concernés par le sujet du BTI. Mais du coup, je leur dis, alors, le BTI, c'est pas très bon, ce que j'avais cru comprendre, ce que ça a expliqué monsieur professeur Grias. Ben, ils m'ont laissé parler, ça se passait très bien, hein.
D'ailleurs, ça a continué à bien se passer, mais ils m'ont dit, bah, écoute, nous, on est à la fois surpris et pas surpris de ce que tu nous dis. On est surpris parce qu'en fait, c'est pas du tout ce que montre la littérature scientifique, mais on n'est pas surpris parce qu'on sait que Patrick Grias, il sort des trucs, des dingueries là-dessus. Il tient des propos très péremptoires, alors que quand on lui demande des résultats de la littérature scientifique, il ne cite. Je vous mettrai l'année, hein, à l'époque, je vous mettrai l'année à laquelle j'ai suivi le ZHM, hein, pour vous contextualiser. Je ne sais pas si c'est calmé depuis ou s'il continue. Ces deux personnes de l'ID me disent, mais écoute, l'article scientifique, le seul article scientifique que Patrick Grias est capable de citer pour essayer de défendre, d'illustrer, prétendre qu'il y a des résultats qui montrent que le BTI, effectivement, il y a des liens plutôt négatifs prouvés sur l'herpétofaune, l'avifaune, ou d'autres éléments importants de la biodiversité. Mais il est vraiment pas très bon, hein, cet article. Et effectivement, d'ailleurs, plus tard, je suis allé voir. Pour vous la faire simple, hein, il est nul à chier cet article, hein. L'article qui citait, il est nul à chier au niveau de la méthodologie, hein. C'est assez choquant parce que Patrick Grias, pour ce qui est de la végétation émergente, et puis j'avais des collègues qui avaient des profils, des centres d'intérêt un peu différents des miens, des appétences pour telle ou telle matière. Je me souviens qu'il y en a qui ont fait des stages de fin de master avec Patrick Grias. Ça travaille dur, hein. Et donc ça contraste avec le fait que finalement, il a rien dans ses mains sur la question de l'impact négatif du BTI. Et même, il se servait d'un article scientifique avec une méthodologie, mais nulle à chier, hein. Alors, excusez-moi, je présente mes excuses aux gens qui ont été investis dans l'étude en question, parce que c'est quand même assez compliqué d'étudier ce genre de choses, hein, en conditions terrain. Parce que bon, devant la diversité de ce qui existe en Camargue, et puis le peu de moyens, hein, qui paye? Est-ce que tu vas mettre des millions parce que là on parle de millions d'euros, hein, pour vraiment étudier sur le terrain l'impact du BTI, vraiment de manière très 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 exhaustive sur des espèces que la plupart on connaît pas, hein, parce que la plupart je rappelle, hein, pour la plupart des arthropodes, je crois qu'il y en aurait environ 10 millions des arthropodes et on en a décrit à l'époque, en tout cas on avait décrit 2 millions. Donc, tu vois, quand tu veux mesurer l'impact du BTI, oui, la plupart des arthropodes tu les as même pas décrits, tu les connais même pas. C'est gênant. Et donc, ces deux personnes de l'EID me disent, mais en fait, nous, on a trois, quatre publis qui devaient avoir une autre approche, peut-être moins audacieuse, mais en tout cas, il n'y avait pas de signe de s'inquiéter. Et c'était des articles qui étaient méthodologiquement bien meilleurs, même si c'était une approche, j'imagine, un peu plus laboratoire, parce que voilà, il y a plusieurs approches. Je crois que c'est Le Chat Sceptique qui a fait un épisode qui parle d'au moins deux approches différentes. Il y a l'approche sur le terrain, mais le problème c'est qu'il y a tellement de variables que tu es confronté au problème auquel est confronté le professeur Grias, c'est qu'à la fin, mais il y a tellement de variables déjà pour trouver des différences dans les signaux, bon courage, mais en plus pour faire dire que cette différence entre les deux signaux, c'est le BTI, bon courage. En fait, scientifiquement, tu peux rien dire. Tandis qu'en laboratoire, certes, tu vas faire des maquettes, quoi, des modèles réduits, parce que ça te permet de contrôler, comme c'est en laboratoire, ça va te permettre de contrôler les variables. Mais au moins, c'est quand même beaucoup plus scientifiquement légal. Si tu vois, déjà, ce sera plus facile de mesurer. Parce que mesurer des trucs dans la Camargue, quel que soit le truc qui t'intéresse, bon courage, hein. On parle essentiellement de fragmité. T'as déjà marché dans une fragmité? Je pense pas, non. À moins que tu sois un butor étoilé, aucun humain n'est capable de marcher dans une fragmité, hein. Voilà, c'était une petite parenthèse sur le BTI, parce que moi je trouvais ça super important, ce sujet, cette piste, cette solution que serait le BTI. Je crois que ça ne me vient plus à l'idée, j'ai oublié, mais le bacille de Thuringe, le BT, je crois que c'est un truc extrêmement connu, extrêmement important, je sais plus pour quelle raison, je sais pas si c'est lié à une maladie ou un truc, ou si c'est un truc utilisé dans un autre domaine de recherche. Et je vous encourage du coup, aller taper BTI dans Google Scholar pour voir un petit peu, pour vraiment faire un tour des lieux de la littérature scientifique sur cette question, parce que nous, Patrick Grias, il nous avait tiré dans une très très mauvaise direction. Il avait tenu des propos péremptoires.
avec une intensité inversement proportionnelle à ce qu'il est capable de montrer, ce qu'il était capable de montrer comme article scientifique. Je mettrais, s'il y a eu des nouvelles publications scientifiques qui ont montré quelque chose, je mettrai un erratum dans la description sous la vidéo, mais je suis clair et concis que, à l'époque, Patrick Grias tenait des propos très très péremptoires alors qu'il avait rien dans sa main. Et même, c'était assez inquiétant que le professeur Grias se serve de cet article pour défendre cet avis, vu qu'il avait une méthodologie très très mauvaise, cet article. Ça montre bien que ces propos du professeur Grias sur l'impact du BTI tenaient plus de l'idéologie. En fait, il cherchait des éléments pour démontrer un avis préexistant, a priori, que l'inverse. Euh, Normalement, on est plutôt censé construire une interprétation, constater une tendance sur des éléments collectés. Mais là, on était vraiment dans la démarche inverse. Donc je voulais vous dire, ce serait à refaire. Patrick Grias fait assimiler un maximum de choses sur le domaine de l'écologie, mais par la végétation émergente. Par contre, pour ce qui est du BTI, allez vérifier pour vous-même parce que je trouve qu'il nous a induit en erreur là-dessus. Ça ne veut pas dire que je trouve que c'est un mauvais enseignant. Au contraire, je pense que c'est un des meilleurs enseignants qu'on avait. Je risquais pas de le prendre en défaut sur la végétation émergente. Et puis sur le terrain, oui, ça a envoyé du lourd également. Enfin voilà, moi le sujet de l'écologie m'intéresse et là il y a un gros enjeu sur le BTI. Alors je précise que là c'est deux personnes de l'EID, mais c'était pas des gens qui avaient déposé des brevets ou fabriqué des brevets. Pas des gens qui gagnent plus ou moins d'argent selon qu'on utilise le BTI ou pas. D'ailleurs, ça serait intéressant de voir, ça doit faire plus de 10 ans cette histoire, hein. Largement plus de 10 ans, voire, je sais pas, 18 ans, un truc comme ça. Ce serait intéressant de voir qu'est-ce que les nouveaux éléments de littérature ont montré. Est-ce qu'ils ont confirmé que le BTI c'était une bonne option? Donc rendez-vous dans Google Scholar à taper Impact BTI Avifauna ou Impact BTI Wetlands, Impact BTI Amphibians, etc., etc. Je vous invite à consulter la description sous la vidéo parce que c'est là que je mets les sources. Si vous avez apprécié ce sujet, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez les sujets scientifiques, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, c'est une vidéo que je vous recommande en rapport avec le présent sujet.